bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Dans cet épisode 19, je me propose avec l'équipe Elistar de vous raconter l'histoire du procès des sorcières de Salem. C'est dans le comté d'Essex, dans l'état de Massachusetts aux États-Unis, que se situe la ville de Salem, où a pris place une affaire tristement connue sous le nom du procès des sorcières de Salem. Cette affaire est connue pour être un épisode fameux de l'époque coloniale aux États-Unis, puisque cela a entraîné des luttes intestines dans le village, combinées à une paranoïa puritaine, qui en fait est un mouvement protestant religieux, provoquant la condamnation et la mise à mort de 25 personnes accusées de pratiques de sorcellerie et d'être des alliés de Satan. N'oublions pas non plus que l'origine du nom de la ville de Salem en hébreu signifie paix, ce qui est en soi contradictoire par rapport aux exécutions perpétrées lors du procès des sorcières, mais ce ne sont que les grandes lignes que je vous décris. Nous allons désormais passer à un résumé détaillé de cette affaire. C'est durant l'hiver de 1691 à 1692 que quelques jeunes filles connues dans le village de Salem sous le nom de Abigail Williams et Betty Parris, réputées pour être la fille et nièce du révérend Samuel Parris, se mettent à murmurer des propos dans une langue inconnue et à se déplacer de manière inappropriée. Inquiets de la santé des jeunes filles, des médecins se penchent sur le problème, mais ils n'ont pas réussi à évaluer un diagnostic médical. L'un d'entre eux vient même à apporter la conclusion qu'elles sont possédées par le diable. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que d'autres jeunes filles présentent les mêmes symptômes. Parmi elles, on peut citer Anne Putnam, Betty Hubbard, Mercy Lewis, Susanna Shelton, Mercy Short et Mary Warren. Le révérend Parris, ainsi que l'ensemble de la communauté de Salem, demandent explicitement aux jeunes victimes de donner le nom de ceux qui les ont envoûtées et maudites. 3 noms sont alors donnés: Sarah Good, Sarah Osborne et Tituba. La première est une mordante connue pour être la fille déshéritée d'une aubergiste française, qui s'était donné la mort à l'adolescence de Sarah. Elle murmure des propos étranges lorsqu'on lui donne de la nourriture. La deuxième accusée est une vieille femme qui a suscité une réprobation générale en donnant l'héritage des enfants de son premier mari pour le remettre à son nouvel époux. La dernière nommée de nationalité barbadienne est connue pour être l'esclave du révérend Samuel Parris. Les 3 femmes sont officiellement accusées de sorcellerie le 1er mars 1692 et sont mises en prison. D'autres femmes soupçonnées du même crime ne vont pas tarder à les rejoindre parmi elles. Dorcas Good, fille de Sarah Good âgée de 4 ans. Rebecca Nurse, une grand-mère très croyante et malade. Abigail et Deliverance Hobbs. Martha Gorey et le couple Elizabeth et John Proctor. Les prisons sont ainsi vite remplies, mais du point de vue du gouvernement, les accusés ne peuvent être jugés sans preuve irréfutable, probablement. Il n'y aura donc aucun procès avant la fin de mai 1692, lorsqu'arrive le gouverneur William Phipps et qu'il instaure une Court of Hire and Terminer. Sarah Osborne est morte en prison avant même que le procès ne commence. Sarah Good a accouché d'une petite fille, et d'autres accusés sont tombés malades. Il y a donc 80 personnes en attente d'être jugées dans les geôles de la prison. C'est durant l'été qu'une session de la cour a lieu une fois par mois. Une seule accusée sera relâchée après que les jeunes accusatrices soient revenues sur leur déclaration à son sujet. Celui qui a la lourde tâche de présider le procès des sorcières de Salem n'est autre que le lieutenant-gouverneur William Stoughton. Les procès en sorcellerie s'achèvent en octobre 1692. Les dernières personnes accusées sont ainsi relâchées au printemps après une procédure d'appel menée par le clergé bostonien. Cette affaire a eu un impact tellement profond que cela a réduit l'influence de la foi puritaine sur le gouvernement de Nouvelle-Angleterre et cela a conduit indirectement aux principes fondateurs des États-Unis. Aujourd'hui, la ville de Salem exploite beaucoup sur l'histoire du procès pour en faire une attraction touristique. On peut également y trouver un musée dédié à l'affaire des sorcières de Salem. Alors, vous allez me poser la question, mais finalement, pourquoi je vous raconte cette histoire dans Chronique Paranormale? Eh bien, figurez-vous qu'en dehors de l'atmosphère de la ville et de son histoire qui sont très présents, plusieurs faits étranges ont été constatés par les habitants de la ville de Salem. En effet, on a constaté certaines apparitions dans le musée de la ville, ce qui est pour ma part rien d'étonnant étant donné la présence de nombreux objets liés au procès. Ils peuvent être les éléments déclencheurs de ces apparitions fantomatiques. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'officiellement, il y a encore des personnes reconnues sorcières dans cette ville, mais cela est reconnu comme étant une profession, et donc l'hypothèse selon laquelle elles seraient en contact avec des entités est de mon point de vue personnel, plus plausible que de dire qu'elles sont en contact avec le diable lui-même. Mais encore une fois, il n'y a pas de preuve tangible, étant donné que la ville base son plan touristique sur l'affaire des sorcières.
Donc si je résume, en dehors de ces apparitions constatées par les habitants dans le musée et de certaines enquêtes menées par des professionnels de la chasse aux fantômes, on ne peut pas certifier que la ville de Salem est complètement hantée. Mais il y a quand même une atmosphère assez pesante du point de vue de mon ressenti, liée surtout à l'histoire du procès. C'est donc sur ces fameuses paroles que je termine cette émission de ce soir en vous disant à très bientôt.